Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisqu'on va parler de ceci, un kit de conversion à l'éthanol. Et oui, aujourd'hui on va parler électronique et mécanique puisque j'ai décidé d'acheter un kit pour faire tourner un moteur essence à l'éthanol. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et à vrai dire le fait que les prix des carburants soient un petit peu plus élevés en ce moment n'a été qu'une excuse pour enfin acheter un boîtier. Puisque ma voiture qui a 20 ans et qui est une voiture essence, puisque je rappelle que l'éthanol ne fonctionne qu'avec les moteurs essence, tourne depuis quelque temps avec un mélange d'environ 2 tiers de sans-plomb et 1 tiers d'éthanol. Alors comme sur cette chaîne j'ai plutôt l'habitude de vous parler d'informatique et d'électronique et qu'aujourd'hui on va parler d'électronique mais on va également parler de mécanique, je vais essayer de simplifier les choses et de vous expliquer un maximum de choses pour que vous puissiez bien comprendre. Alors pour rappel, mais ça je pense que tout le monde le sait, l'essence est produite à partir du pétrole lors du raffinage, donc l'essence est un dérivé du pétrole. Or, un moteur essence, ça peut tourner à l'essence, mais ça peut également tourner à quelques autres trucs, et notamment à l'éthanol. L'éthanol, c'est tout simplement de l'alcool. Il est produit à partir de végétaux, et notamment de cultures de blé, de betterave et de canne à sucre. On peut également produire de l'éthanol avec d'autres trucs, notamment divers déchets agricoles. Également en France, on parle d'E85. E85 parce qu'en théorie, on a 85% d'éthanol. Le reste, c'est du sans-plomb. Alors évidemment, ce pourcentage peut varier puisque je crois qu'en France, ça va de 15 à 35% de sans-plomb. Donc en fait, quand vous achetez de l'E85, vous pouvez très bien vous retrouver avec de l'E65, c'est-à-dire 65% d'éthanol. Mais l'éthanol a un gros défaut, et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un boîtier, c'est que l'éthanol, quand on le brûle, produit 30% d'énergie en moins que l'essence. Donc on appelle ça le pouvoir calorifique, à savoir combien d'énergie est libérée par un combustible lorsqu'il brûle, et donc le 85, il libère moins d'énergie que l'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on essaye de faire tourner un moteur qui a été programmé pour du sans-plomb avec de l'E85, si on met 100% de 85, ça va pas très bien marcher. En fait, ça va plus ou moins bien marcher. Si j'essayais de faire tourner ma voiture avec 100% de 85 et sans modification, je peux vous dire que ça tousserait un peu. Et d'ailleurs, je peux vous le dire parce qu'à 2 tiers d'éthanol, ça commence déjà à plus très bien tourner, notamment au ralenti. Donc dans ces cas-là, on a plusieurs solutions. Soit acheter un véhicule qui a été conçu d'usine pour pouvoir tourner à l'éthanol. Alors généralement, les véhicules qu'on a en France ne sont pas conçus pour tourner uniquement à l'éthanol. On parle de véhicules qui sont flex fuel, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bien tourner au sans-plomb qu'à l'éthanol ou à un mélange des deux. Ou alors on peut faire modifier sa voiture pour pouvoir fonctionner à l'E85. Soit on fait une reprogrammation moteur, mais dans ce cas-là, on est quasiment obligé de tourner à l'éthanol, ce qui n'est pas forcément pratique si on doit aller quelque part et qu'on ne trouve pas d'éthanol. Ou alors on installe un boîtier qui va nous permettre de tourner à l'E85, mais aussi de continuer à tourner avec du sans-plomb si jamais on ne trouve pas d'éthanol. Parlons-en justement de ces boîtiers, puisqu'il en existe plein qui sont plus ou moins complexes pour différents véhicules. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'en France, on n'aime pas, et surtout on ne veut pas, que les gens modifient leur véhicule. Donc si vous voulez faire une modification pour que votre véhicule puisse tourner à l'éthanol, la manière officiel de le faire, c'est de se rendre dans un garage qui est autorisé, agrémenté pour faire ce genre de choses, qui va vous installer un boîtier homologué, et ensuite il faut faire modifier la carte grise du véhicule pour modifier le type de carburant qui est utilisé. Ça, c'est la vraie façon de le faire. Le problème, c'est que ça coûte un peu cher. Si vous avez un véhicule récent qui a encore de la valeur, ça peut valoir le coup de réaliser une telle opération. En revanche, si comme moi vous avez une bagnole qui commence à avoir pas mal d'années, ça vaut pas vraiment le coup d'investir le prix de la voiture pour la faire rouler à l'éthanol. Donc la deuxième solution, qui n'est pas franchement légale aux yeux de la loi, c'est d'acheter soi-même un de ces petits boîtiers et de l'installer sur sa propre voiture. Évidemment, c'est à vos risques et périls. Et en matière de kit, on va trouver en entrée de gamme ce genre de boîtier. Donc je fais pas spécialement de pub pour cette EcoKit E85, c'est un truc que j'ai acheté sur internet qui valait environ, je sais plus, 120, 130 euros. Donc 120, 130 euros, c'est un petit peu le minimum en matière de boîtier pour tourner à l'éthanol. Donc on va voir ce que ça vaut, on va voir si ça fonctionne déjà. Alors vous avez peut-être vu récemment les vidéos de Deus Ex Silicium, puisqu'il a fait pas mal de debunk ces derniers temps, et il avait notamment jeté un œil à des petits boîtiers qu'on branche sur une prise OBD dans sa voiture et qui peuvent soi-disant améliorer les performances ou faire des économies de carburant. Ces trucs-là sont
une arnaque complète, puisqu'évidemment ces boîtiers ne font rien du tout à part faire clignoter une LED, comme l'avait d'ailleurs très bien démontré Deus Ex Silicium, même s'il n'y a pas besoin d'analyser le boîtier en profondeur pour se douter un peu que c'est une arnaque complète. Mais ces kits qui permettent de tourner à l'E85, eux, normalement, ce ne sont pas des arnaques. Déjà, l'installation, c'est un peu plus que brancher quelque chose dans le port OBD. Tous ces kits que vous allez trouver pour pas cher sont compatibles avec les véhicules en injection indirecte, c'est-à-dire des véhicules qui ont une injection électronique, mais pas une injection directe comme on a sur les véhicules récents. Et donc l'idée, elle est toute simple, c'est qu'on vient débrancher ces injecteurs, on les rebranche sur des connecteurs qui se trouvent d'ailleurs juste là. Le boîtier, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le signal qui est normalement envoyé aux injecteurs et il va agrandir ce signal de 30% si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire en sorte que les injecteurs injectent 30% de carburant en plus. Donc en injectant plus de carburant, normalement, ça permet de faire tourner le moteur comme si on tournait au sans-plomb. Et ce kit propose quelques petites choses supplémentaires, à savoir un capteur de température, une sonde de température avec une assistance au démarrage, c'est écrit dessus, puisque à froid, ça peut être un petit peu compliqué de démarrer avec de l'éthanol. Donc normalement, il y a une sonde de température qui mesure la température et quand le moteur est froid, par exemple le matin en hiver, ça va injecter encore plus de carburant pour aider à démarrer. Et normalement, c'est également un boîtier intelligent. Alors intelligent, c'est toujours à mettre entre guillemets, puisqu'il est censé en gros mesurer l'évolution du signal qui est envoyé aux injecteurs pour déterminer si on est sur de l'éthanol, enfin E85 à 100%, ou si on est sur du sans-plomb, ou si on est sur n'importe quel mélange entre deux. Et donc ça permet justement de fonctionner avec n'importe quel ratio éthanol sans plomb. Sinon, extérieurement, on a donc ce boîtier en plastique qui est très léger. C'est un boîtier en ABS classique avec voilà, juste l'étiquette dessus. On a un seul faisceau qui sort, plus ce fil-là qui est une masse, donc à relier quelque part sur la voiture. Et on a un câble qui doit faire 1 mètre de long et qui se termine par les connecteurs pour les injecteurs. Donc ces deux fils-là vont être reliés sur la prise qui est normalement reliée aux injecteurs. Le signal va jusqu'au boîtier, le boîtier renvoie un signal et donc l'injecteur va se connecter ici. Comme vous pouvez le voir, tout le câble est passé dans de la gaine. Il n'y a vraiment que les extrémités qui sont laissées libres et la qualité, je dirais, est OK. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. Potentiellement, j'aurais aimé que la gaine vienne plus jusqu'au au ras des connecteurs, mais c'est déjà pas mal. Les connecteurs sont d'une qualité correcte. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de jeter un œil à l'intérieur de ce truc, puisqu'on a une boîte noire, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il y a dedans, et surtout on a 4 vis cruciformes, ce qui laisse supposer qu'on peut le démonter, ou en tout cas que l'utilisateur peut être susceptible de l'ouvrir, parce qu'en général, quand on veut pas que les gens aillent fouiner à l'intérieur, on met pas des vis cruciformes. Alors attention, si j'arrive à ouvrir ce boîtier, ok, et à l'intérieur nous avons... What? Ok. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi vide que ça. Je m'attendais à trouver un peu plus de choses à l'intérieur. Pour le coup, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un boîtier aussi gros, parce qu'un boîtier qui fait la moitié de la taille de celui-là aurait été suffisant. Donc on a juste un petit circuit imprimé avec que des composants traversants. Donc au centre, on a le microcontrôleur qui est un PIC 16F819. Alors si vous avez déjà fait un petit peu d'électronique, vous connaissez très certainement la série des microcontrôleurs PIC, composants ultra classiques on va dire. On a quelques LED ici, un potentiomètre comme vous pouvez le voir. Ça doit être des réseaux de résistance, les composants noirs en long. On a quelques condensateurs, transistors, diodes. Franchement, c'est très très simple là-dedans. Si je comprends bien, tous les fils de couleur qu'on a là, ce sont les injecteurs. Les deux qu'on a ici, c'est l'alimentation. Donc le noir, ça doit être la masse. Le rouge, ça doit être un plus 12 volts. Qui viennent donc sur la carte. Le composant qui est juste ici est marqué WS78L05. Donc je pense qu'il s'agit d'un régulateur 5 volts. Vu la référence déjà, ça laisse pas beaucoup de doute. Régulateur 5 volts, donc qui serait pour l'alimentation du microcontrôleur. On a quelques LED, je ne sais pas exactement pourquoi. On a un potentiomètre, je ne sais pas exactement pourquoi non plus. Ça, je pense encore une fois que ce sont des réseaux de résistance. Je suppose que ça sert de pont diviseur de tension pour les signaux qui arrivent des injecteurs. Et on a une série de transistors qui sont certainement des MOSFET IRP 808G, donc ce sont très probablement des transistors MOSFET avec des diodes qui permettent de recréer le signal qui est renvoyé aux injecteurs.
Et on a un composant en bas ici qui est un LM61. Alors je vais faire quelques petites recherches. Alors effectivement, je peux confirmer ce que je viens de dire. Donc les transistors que l'on a ici, enfin ce sont bien des transistors, ce sont des LU120N en fait, donc ce sont des MOSFET canal N. Le composant qu'on a ici, donc qui était marqué LM61, c'est bel et bien un capteur de température, donc une petite sonde de température, ce qui encore une fois colle bien avec le fait que ce boîtier propose l'aide au démarrage à froid. Le potentiomètre que l'on a là, en fait, c'est un potentiomètre, c'est écrit dans la documentation, puisqu'il y a une petite doc qui est fournie lorsque vous achetez le boîtier. Ça permet de régler la quantité d'éthanol que l'on injecte. En gros, comme j'ai dit, le boîtier, il va injecter 30% d'éthanol en plus ou moins. Vous avez quand même un petit réglage pour pouvoir ajuster ça si besoin. Le composant qu'on a ici, c'est bel et bien un régulateur 5 volts, et puis on a le petit connecteur ici qui doit servir pour la programmation du microcontrôleur. Donc c'est très basique. Honnêtement, comme ça, au premier coup d'œil, on pourrait presque croire que c'est une arnaque, hein. Ça ressemble un peu au truc au BD à la con qu'on pouvait trouver, que Deus Ex Silicium a montré. Mais en fait, tout est là. Pour moi, il y a quand même quelques petits points un petit peu moyens, à commencer par le prix. 130 euros, franchement, il n'y en a pas pour 130 euros d'électronique ici. Je veux dire, une carte comme ça, avec tous les composants qui sont dessus, ça vaut allez, 10 euros pièce, et encore, je suis généreux. Donc on est loin de 130 euros. Le boîtier, bon, c'est un boîtier, je sais pas, polycarbonate plus ABS, ça vaut rien du tout. D'accord, on a les connecteurs qui vont avec, mais il n'y en a pas pour 130 balles à fabriquer un truc comme ça c'est sûr. La deuxième chose qui me dérange un petit peu, c'est que pour moi, c'est pas une électronique qui a été spécialement conçue pour être mise dans une voiture. Le problème, c'est qu'en automobile, on a des contraintes un petit peu particulières que sont les vibrations, la chaleur, parce que ça, faut pas l'oublier qu'on est censé l'installer dans le compartiment moteur, le froid lorsque la voiture est garée dehors en hiver, et donc ça fait souvent du mal à l'électronique. Et les composants qui sont utilisés, ce ne sont pas des composants spécialement conçus pour l'automobile ou renforcés ou quoi que ce soit. Donc ça me laisse un petit peu perplexe sur la fiabilité. D'autant plus que si ce truc tombe en panne, on se retrouve dans l'incapacité de démarrer. Et enfin, le troisième point, c'est que pour moi, cette carte, elle n'est pas suffisamment protégée. D'accord, elle est mise dans un petit boîtier, mais bon, le boîtier, il est juste fermé comme ça, c'est pas spécialement un boîtier étanche. Et le problème, c'est qu'avec le temps, on peut avoir de la poussière qui s'infiltre, on peut avoir de la condensation qui se forme, et ça, c'est pas bon pour la carte qui se trouve à l'intérieur. Donc encore une fois, en termes de durabilité, c'est quand même pas génial, génial. D'ailleurs, j'aimerais bien éventuellement sortir la carte du boîtier. Oh putain, j'aime pas ça. Je confirme que ça doit pas coûter grand chose à fabriquer, hein. Le truc, il est juste collé avec de la colle chaude au fond du boîtier. C'est vraiment pas un boulot fantastique. Et puis pour moi, il manque clairement une couche de protection. Il n'est pas tropicalisé, la carte n'est pas mise dans du gel ou de la résine. Ça, c'est la base. Quand vous avez de l'électronique qui va sous le capot d'une voiture, surtout si elle est importante, parce que sans ça, votre voiture, elle roule pas. C'est mieux quand même de protéger un peu plus la carte. Et donc, il faudrait un coup de vernis de tropicalisation, ou alors que tout le boîtier soit rempli avec du gel ou de la résine pour protéger tout ça, ne serait-ce que de la condensation. Bon, il est temps qu'on avance un peu dans cette vidéo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tropicaliser cette carte. Et puis, ce boîtier, il m'embête un peu parce qu'il est quand même assez énorme. Installer un truc comme ça va pas être simple parce que faut quand même trouver un emplacement avec suffisamment de place. Et puis en plus de ça, c'est quand même vachement visible. Donc si je peux trouver un boîtier un peu plus petit, ce serait génial. Ok, c'est enfin l'heure de mettre en action notre kit. Comme vous pouvez le voir, j'ai repackagé le petit circuit imprimé que l'on avait, puisque ce boîtier-là, comme on l'a vu, est beaucoup trop gros. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple à fixer sous le capot. Également, j'ai tropicalisé la carte, donc je vais passer tout simplement un coup de vernis pour la protéger, notamment de l'humidité et de la condensation. Et ça peut également aider pour protéger de la poussière, par exemple. Donc évidemment, le process d'installation va être un petit peu différent en fonction de chaque véhicule, puisque ça dépend du moteur, ça dépend de comment est-ce que les choses sont sous le capot de votre voiture. L'idée, évidemment, étant de faire quelque chose de propre et d'éviter d'installer tout ça près de ce qui pourrait chauffer, notamment la ligne d'échappement, puisqu'on veut quand même éviter que ça fonde ou de déclencher un incendie. Et avec le kit, j'en avais déjà parlé, mais vous avez des instructions avec les différentes étapes d'installation que je vais tout simplement suivre et on verra ce que ça donne. La première chose à faire, bien sûr, ça va être repérer les injecteurs. Alors pour le coup ici, on a un moteur qui est assez basique et un petit peu à l'ancienne, et les injecteurs sont tout simplement juste derrière ici. Ce sont les composants roses que l'on peut apercevoir, enfin roses.
sous la couche de poussière. Il y en a un qui est bien visible ici et on a les 3 autres qui sont évidemment juste à côté. Tant qu'au boîtier, eh bien, comme je me suis permis de repackager le petit circuit imprimé, j'ai pu également faire en sorte qu'il s'installe sur ce point de fixation ici, qui est inutilisé sur la voiture. Et comme ça, je peux l'installer plutôt proprement. Voilà, on pourrait presque croire qu'il a toujours été censé être là et je vais pouvoir faire passer mon faisceau électrique avec le faisceau moteur d'origine vers les injecteurs. Et voilà, le boîtier est installé, ça m'a pris même pas un quart d'heure. Pour le moment, dans le réservoir, il n'y a que du samplon 95 E10, sachant que sur leur petite notice, c'est recommandé de commencer avec un mélange 50-50, donc 50% d'éthanol, 50% de samplon, avant de passer à 100% de 85. Donc déjà, on va voir si ça démarre. Si c'est le cas, je pourrais ensuite faire le plein avec 50% éthanol, 50% samplon. Et comme ça, la prochaine fois que le réservoir est vide, en théorie, je peux faire un plein entièrement d'éthanol. Oh, merde. Ah. Espérons qu'il ne se passe rien de regrettable. Bonne nouvelle, rien n'a explosé. La mauvaise, c'est que ça va me prendre quelques semaines de bien tester tout ça. Donc on se retrouve un peu plus tard. Et me revoilà, je suis de retour. Alors j'aurais aimé filmer cette dernière partie de la vidéo à l'extérieur, mais malheureusement la météo en a décidé autrement, donc on est de retour ici dans le studio. Ça fait donc maintenant environ 1 mois et demi que j'ai installé le boîtier sur ma voiture. J'ai eu l'occasion de vider plusieurs fois le réservoir. Faut dire que le réservoir n'est pas très gros non plus, donc ça va assez vite. S'il y a une chose à retenir, c'est que le boîtier fonctionne. 1 mois et demi plus tard, j'ai pas eu la moindre emmerde et le boîtier permet effectivement de faire fonctionner le moteur aussi bien avec du samplon qu'avec du superéthanol ou avec n'importe quel mélange des deux. Et oui, le boîtier fonctionne, c'est pas une arnaque, c'est pas non plus un effet placebo, il a réellement un impact sur le fonctionnement du moteur. Donc je n'ai pas eu le moindre problème, le fonctionnement du boîtier est totalement transparent, c'est impossible de dire si on tourne à l'essence ou à l'éthanol. Les transitions se font de manière totalement transparente également, il n'y a pas de moment où le moteur tournerait un peu bizarrement, où on serait obligé de redémarrer ou quelque chose comme ça. C'est totalement transparent, peu importe ce qu'il y a dans le réservoir. À savoir que le boîtier n'est pas au courant du type de carburant qui se trouve dans le réservoir. Le boîtier, il est intelligent et bête à la fois. Ce qu'il va voir, c'est les signaux qui sont envoyés aux injecteurs et l'évolution de ces signaux dans le temps. Et à partir de là, on va avoir une sorte de boucle de rétroaction qui va se construire avec la sonde lambda qui va mesurer la richesse au niveau de l'échappement, le calculateur moteur qui va récupérer cette information, le boîtier qui va récupérer l'information donc qui doit être envoyée aux injecteurs et on obtient donc cette boucle qui va s'auto-réguler et qui va permettre au système de fonctionner. Et à noter qu'à ce niveau-là, le boîtier fait plutôt du bon travail. On se retrouve avec un mélange qui est ni trop riche ni trop pauvre, ce qui fait que peu importe que l'on tourne avec de l'essence ou avec de l'éthanol, on n'a pas d'odeur d'essence ou d'odeur d'éthanol au niveau de l'échappement, la combustion est plutôt bonne. Évidemment, rouler à l'éthanol, ça amène une surconsommation, puisque comme le carburant a un pouvoir calorifique inférieur, on est obligé d'en injecter plus, et comme on en injecte plus, on consomme plus. Cette surconsommation, elle est un petit peu difficile à évaluer, mais d'après mes premiers chiffres, je suis aux alentours
alentours de 20% de surconsommation. Donc il faut s'attendre à consommer 20% en plus et donc à passer un peu plus régulièrement à la pompe. L'avantage, c'est que quand on fait le plein, ça coûte beaucoup moins cher, puisque sur ma voiture par exemple, je peux faire le plein pour une vingtaine d'euros. Au final, est-ce que je vous recommande ce boîtier ou ce genre de boîtier? Eh bien la réponse est non. Je ne peux pas vous recommander ce genre de choses, tout simplement parce que déjà, c'est illégal. En cas de contrôle de police, contrôle technique ou si vous avez des histoires avec votre assurance, ça peut poser problème. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de garantie, c'est à vos risques et périls, c'est vous qui faites la modification. S'il y a un problème, c'est pour vous, et certains véhicules peuvent ne pas bien supporter l'éthanol, notamment au niveau du circuit de carburant, ça peut être un problème, donc il faut faire attention, ne pas modifier des véhicules trop récents, puisque comme j'ai dit sur les véhicules récents, ça peut être plus compliqué, et de toute façon ce genre de boîtier ne fonctionne pas, mais les véhicules qui sont également un peu trop anciens peuvent ne pas supporter l'éthanol, notamment au niveau du circuit de carburant, donc il faut faire bien attention à ça. Et enfin, troisièmement, et c'est surtout par rapport au kit que je vous ai montré aujourd'hui, on a quand même une qualité qui est un petit peu moyenne, notamment au niveau de la protection de la fameuse carte électronique qu'on avait dans le boîtier. Pour moi, on a affaire à une électronique qui n'est pas au niveau des standards de l'automobile. Malgré tout, si vous vous sentez capable d'installer ce kit, que vous avez le véhicule compatible et que vous êtes prêt à prendre le risque, vous pouvez toujours essayer d'acheter un de ces kits. Comme je l'ai dit, ça vaut environ 130 €, c'est un peu le minimum en termes de tarifs. Même si vous allez chercher sur des sites comme AliExpress, eBay et compagnie, vous trouverez pas beaucoup moins cher. En revanche, si vous êtes prêt à dépenser plus, aux alentours des 200-250 €, j'ai pu lire sur certains sites qu'il y avait des boîtiers d'un peu meilleure qualité, notamment avec une électronique qui est mieux protégée. Malgré tout, ce sont des boîtiers qui ne sont toujours pas homologués et donc qui sont théoriquement illégaux et que vous n'avez pas le droit d'installer sur votre véhicule. Maintenant, ça ne tient qu'à vous, moi je vous ai juste mis au courant d'une des solutions pour rouler plus économique et plus écologique. En attendant, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, c'est un contenu un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, mais je me suis dit pourquoi pas, puisque de toute façon j'avais ce boîtier que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez la disliker, mais personne ne le verra, comme vous voulez. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à utiliser les commentaires et vous pouvez aller soutenir la chaîne en faisant un tour sur utip.io/goodwin, le lien est dans la description. Merci encore une fois, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.